Bonjour mes chers amis, mes chères grenésiennes et mes chers grenésiens. Bienvenue dans ce nouveau JT du grenier où mes petits singes, mes poules, mon chat vous saluent et toute l'aimable ménagerie du grenier. Et nous allons parler cette semaine de pourquoi baisser ses dépenses pour lutter contre l'inflation ne sert strictement à rien ou presque à rien. On va nuancer un petit peu et donc on va parler évidemment de l'inflation et des fausses bonnes idées qu'on essaye de donner aux gens. Et donc on va essayer de réfléchir à tout ça ensemble et c'est un sujet absolument passionnant. Coucou les amis, bienvenue dans ce JT du grenier. Donc l'inflation, on ne peut pas passer à côté ces derniers temps, on parle à peu près que de ça. Aux États-Unis, l'inflation continue toujours à accélérer, on est à 8,6% en moyenne. En Europe, on bat des records. Dans le monde entier, l'inflation est en train de s'emballer. Finalement, vous allez voir que nous, en Europe, finalement, on s'en sort presque pas si mal que ça quand on regarde la situation mondiale. Et la situation mondiale est super intéressante. Je vous ai préparé une petite carte, ça va vous plaire. Et ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'était de réfléchir à la manière dont on se protège contre l'inflation. Donc, à titre individuel, la manière individuellement où on peut agir à son niveau contre l'inflation. Et donc, très souvent, on dit voilà les bons plans, voilà comment on réduit ses dépenses, voilà comment je peux économiser 4 sous ici, 5 sous là. Et donc, je vais vous faire une approche qui va vous démontrer que, à mon sens, baisser ses dépenses pour lutter contre l'inflation, c'est une fausse bonne idée, c'est pas du tout la bonne stratégie à suivre. Je m'explique, c'est une bonne stratégie à très court terme, mais à moyen et long terme, quand il y a de l'inflation, de toute façon, baisser ses dépenses, vous allez atteindre très très vite les limites, même des possibilités de baisse de dépenses, parce qu'on a ce qu'on appelle les dépenses contraintes, et vous allez voir, j'ai pris des budgets, on va regarder ensemble, et c'est extrêmement clair, vous avez la moitié des Français qui ne peuvent même pas baisser leurs dépenses, donc on va étudier tout ça, et donc si on ne peut pas baisser ses dépenses, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, c'est tout ça que je veux évoquer avec vous aujourd'hui. Voilà, donc lutter contre l'inflation, une seule solution, réduire vos dépenses, vraiment, et la réponse je vous l'ai déjà donnée, vraiment, pas du tout vraiment, et pas du tout ça va vous aider, mais on va détailler tout ça, puisqu'évidemment, affirmation ne vaut absolument pas argumentation, et ce qui est important, c'est l'argumentation, les explications, les éléments de réflexion que je vais partager avec vous, et puis vous allez mouliner tout ça dans vos shakers individuels, et puis vous pourrez vous forger votre propre conviction, votre propre avis sur la question. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous dire comment penser, quoi penser, mais simplement pour alimenter vos réflexions, de temps en temps même les titiller avec des approches un petit peu différentes, justement pour, encore une fois, être dans la notion de contradiction, de débat contradictoire, et c'est comme ça, évidemment, qu'on avance. Regardez, ça, c'est une photo que j'ai prise sur un article de France Info qui est tiré lui-même des données du Fonds monétaire international. C'est par couleur d'inflation, donc les pays les plus clairs, c'est de 0 à 4% d'inflation, et puis les plus rouges, on est à plus de 50% d'inflation. Alors, et de 20 à 50%. Donc vous voyez quand même, Argentine, ça doit être le Venezuela, je pense, ou la Colombie, je sais pas. Faudra vérifier sur la carte. Vous avez un certain nombre de pays quand même où, ça c'est la Turquie, où c'est très compliqué actuellement l'inflation en Turquie, j'avais fait un article. On a un certain nombre de pays où l'inflation est à plus de 50%, en tout cas à plus de 20 ou 30%. Vous avez également beaucoup de pays, ici en orange, où l'inflation est de 10 à 20%, et là ici de 6 à 10%. Alors, ces pays-là, en gros, c'est la majeure partie des pays du monde ont une inflation largement supérieure à 6%. Et on y retrouve les États-Unis, les pays d'Europe. Ce qu'il y a de très intéressant, c'est de regarder les pays où l'inflation est la plus basse. Donc de 0 à 4%, on va dire une inflation standard. Vous allez retrouver le Canada, vous allez retrouver la Libye, vous allez retrouver ici l'Arabie Saoudite, vous allez retrouver la Chine, vous allez retrouver l'Australie, vous allez retrouver les pays du Nord ici, Finlande et Suède. C'est étrange quand même. Vous avez un point commun entre tous ces pays-là qui ont peu d'inflation, c'est que ce sont des pays où vous avez énormément de matières premières et de ressources naturelles.
soit énergétique. Bon, évidemment, Libye, Arabie Saoudite, on pense au pétrole, mais l'Australie, c'est une mine à ciel ouvert, hein, l'Australie. C'est-à-dire que tout le centre de l'Australie, c'est exploité en mine. Donc, c'est quand même super particulier de voir ça, hein, c'est frappant. Et c'est super particulier, ben non, en fait, c'est super logique. Et pourquoi c'est super logique? Parce qu'on a une inflation qui est tirée, évidemment, par la raréfaction des ressources et des matières premières. Donc, quand vous êtes un pays exportateur de matières premières, vous n'avez pas beaucoup d'inflation. Quand vous êtes un pays importateur de matières premières et de tout, eh bien, vous avez beaucoup d'inflation. Pour la Chine, évidemment, c'est pas tant que la Chine produise des matières premières, on est bien d'accord, elle en importe beaucoup, mais c'est surtout que la Chine, elle, exporte à peu près tout le reste. Donc elle a peu d'inflation puisqu'elle a des coûts de fabrication qui sont relativement bas. Et puis la Chine, elle importe de l'énergie pas chère en provenance de Russie. Donc finalement, la Chine aujourd'hui a peu d'inflation et c'est assez logique. Et la Chine, quand elle augmente ses prix, par contre, elle envoie l'inflation dans les autres pays et chez ses clients. Donc, en gros, voilà, la carte du monde de l'inflation, étudiez-la, regardez-la, c'est très intéressant et on peut en tirer quelques données. Alors, les dépenses des Français selon le CSA, et la marmotte met le papier dans le chocolat. Oui. Alors, pourquoi? Parce que je vais vous parler ici de dépenses moyennes. Et là aussi, la marmotte, elle met le papier dans le chocolat. On va plutôt commencer par cette diapo-là, qui est une diapo qui est issue des données de l'INSEE, d'accord? Donc je vous ai mis la source INSEE, https www.insee.fr/fr statistiques, et puis vous avez un chiffre de 138 58 23 pour la source, et vous aurez le tableau de l'INSEE avec toutes les données Excel que vous pouvez télécharger si le cœur vous en dit, mais enfin, voilà, si vous voulez aller vérifier, vous pouvez, la source elle est là, sinon vous avez le résumé et la synthèse qui est ici. C'est très intéressant parce que, par exemple, pour l'INSEE, le logement pour les employés, logement plus eau, plus gaz, plus électricité et autres combustibles, donc je reprends, le poste budgétaire, logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles, pour les employés ça représente 19%, pour les retraités 16% et pour les ouvriers machin, bref, pour l'ensemble de la population ça représente 16% de votre budget. Alors, si vous voulez, sur un budget de 2000 euros, 16%, on est à 300 euros. Moi, pour 300 euros, je ne me loge pas, je ne bois pas de l'eau, mais du Ricard non plus, je n'utilise pas mon gaz, ni mon électricité, et évidemment encore moins les autres combustibles, et je ne fais pas le plein d'essence de ma voiture pour 300 euros en plus de mon loyer. Donc moi je veux bien qu'il y ait 16% seulement pour le logement, l'eau, le gaz, l'électricité, mais c'est pour ça que je dis la marmotte, évidemment elle met le papier, le chocolat dans le papier. Les transports, les transports en moyenne 16% du budget. Là éventuellement on est un peu plus en ligne, mais ça dépend. Les boissons alcoolisées, il faut que les amis ouvriers ils arrêtent de boire, ça représente 3,9% de leur budget, c'est une blague, et il faut évidemment que les professions intermédiaires avec 8,1% en restauration et hôtel arrêtent d'aller manger au restaurant si elles veulent gagner un petit peu d'argent et survivre à l'inflation. Donc voilà, c'est trêve de plaisanterie, vous voyez qu'en gros ce budget INSEE avec des moyennes comme ça, alors ça c'est des enquêtes quinquennales, donc c'est tous les 5 ans, c'est pas des chiffres mis à jour tous les ans, et donc les derniers chiffres datent de 2017, je pense qu'ils feront un nouveau truc en 2022, donc ça va sans doute évoluer, mais voilà, aujourd'hui on a des chiffres 2017, je trouve que c'est pas du tout, ça correspond pas du tout en fait à la typologie des budgets qu'on peut rencontrer. Alors, sur le CSA, qui est un institut de sondage, en moyenne, les Français déboursent 1060 euros par mois pour leurs dépenses contraintes, soit 35% de leur revenu net moyen. Moi, je pense que là aussi, c'est pareil, c'est beaucoup plus. On est vraiment sur des notions de moyenne, c'est beaucoup plus. Loyer ou crédit, 656 euros. En deuxième poste, le crédit automobile avec 198 euros par mois. Et en troisième poste, un crédit à la consommation avec 161 euros par mois. Bon, voilà, pareil. Je suis pas du tout... Pour moi, c'est que ça correspond pas du tout au budget classique des gens. Encore une fois, on est dans des moyennes. Montant moyen du carburant en hausse à la pompe dans le budget des Français, 108 euros par mois contre 96 en novembre 2020.
Voilà, donc bref, vous regarderez, les couples avec 2 enfants dépensent en moyenne 1500 euros, enfin 1487, soit par mois, soit 40% de leur revenu net moyen. Là, pareil aussi, je pense que le taux de dépenses contraintes n'est pas du tout de 40% ou de 30%, on avoisine plutôt les 90%. Alors évidemment, quand on prend en moyenne, en moyenne, on a de très fortes distorsions. Pourquoi ? Parce que le problème des statistiques, c'est bien la moyenne. Quand vous avez 10 milliardaires, les 10 milliardaires, ils font exploser la moyenne à la hausse. Donc ce qui est très intéressant, c'est plutôt la médiane, hein, c'est-à-dire que là où on a 50% des gens au-dessus et 50% des gens en dessous, et vous allez voir que là, ça change complètement la donne. Donc raisonner en moyenne, ça n'a pas trop de sens. En plus, vous avez des modes de calcul qui sont parfois plus politiques qu'économiques, et puis vous avez des modes de calcul qui sont aussi des fois beaucoup plus technocratiques qu'avec des méthodes de comptabilisation qui sont vraiment, voilà, c'est hérité du passé, d'un mode de calcul qu'on n'a pas revu à une époque où on se chauffait encore au charbon et où il y avait des primes de charbon pour les cheminots. Enfin bon, donc il y a beaucoup d'inertie un petit peu dans tout ce genre de choses. Donc on arrive à des calculs qui sont parfois un petit peu absurdes, un petit peu abscons, et qui en réalité ne reflètent pas du tout ce qui se passe dans la vraie vie. Alors moi je vous l'ai fait, le vrai budget, je l'avais déjà fait dans une autre vidéo qui s'appelle le BIG, pourquoi le vrai taux d'inflation était de 9,64%, vous pourrez regarder dans la liste. Et donc le BIG, c'est le baromètre d'inflation du grenier, le BIG, parce que grosse inflation. Alors soit monsieur et madame sont tous les deux au SMIC, donc 1350 euros x 2 égale 2700 euros net par mois. Logement, assurance, loyer plus charge 700 euros. C'est pas énorme, hein, d'accord, je suis pas en train de... Voilà, c'est pas énorme. Je parle loyer plus charge, hein, donc assurance, loyer plus charge. Vous avez plutôt 500 euros plus 200 euros de charge. Frais de carburant, 250 euros par mois. Frais de cantine, 200 euros par mois. Frais d'énergie, chauffage EDF, eau, 200 euros par mois. Abonnement, télé, TV, web, etc. Tout ce que vous voulez sur les abonnements, Netflix, Paflix, Siflix. 100 euros par mois. Alimentation, 600 euros par mois, soit 150 euros par semaine sur 4 semaines. Et achat véhicule, réparation, assurance, etc. 600 euros par mois si vous avez 2 véhicules, un pour monsieur, un pour madame, parce qu'il faut tous les deux aller travailler et qu'on ne peut pas covoiturer. Et en gros, quand on fait les calculs, il vous reste 50 euros par mois de disponible ou de capacité d'épargne. Et donc si je vous fais ce calcul, alors après on peut pondérer tous les autres postes, hein, d'accord, vous en rajoutez un peu, vous en retirez un peu, vous faites ça, vous l'appliquez à votre ménage et vous allez voir votre taux de dépense contraint. Et le taux de dépense contrainte, tout dépend si c'est le taux ou si c'est les dépenses qui sont contraintes, on l'accorde un peu comme on veut, mais le taux des dépenses contraintes, il est plutôt entre 80 et 90% pour plus de la moitié des ménages évidemment dans ce pays. Et le faire en moyenne, ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, regardez, ces 50 euros par mois de marge, c'est exactement la capacité d'épargne. Un Français sur 2 épargne moins de 50 euros par mois. C'est un article BFM. En matière d'épargne, la France est coupée en deux. La moitié des Français n'arrivent pas à mettre plus de 50 euros de côté chaque mois, quand l'autre moitié épargne plus, selon un sondage Odoxa pour RTL. Et oui, et c'est logique. Et quand on n'a que 50 euros de gras ou même 100 euros de gras, et qu'on a 10% d'inflation sur un budget de 2700 euros, allez, on va dire même arrondissons à 3000 euros, d'accord ? Donc 3000 euros, si le couple, le foyer, le ménage, il gagne 3000 euros net par mois, 10% de, j'avais même pas pris les impôts, etc., 10% d'inflation, c'est l'équivalent de 300 euros de pouvoir d'achat en moins. Bon, si vous avez 50 euros de capacité d'épargne, ça passe pas. Si vous avez 100 euros de capacité d'épargne, ça passe toujours pas. Parce qu'avec 10%, c'est 300 euros de dépenses chaque mois supplémentaires. Donc vous voyez que l'inflation, elle va être problématique pour plus de la moitié des ménages en France. C'est absolument considérable. Et il n'y a pas de gras. Voilà, il n'y a vraiment pas de gras, il n'y a pas de quoi, avoir un matelas et un coussin de sécurité. Alors évidemment, quand vous gagnez 2, 3, 4, 5 fois le SMIC, là évidemment vous avez une grosse capacité d'épargne. Et donc
quand vous gagnez 6 ou 7 000 euros par mois et que vous n'en dépensez que 3 500 ou 4 000, bon, et qu'il vous reste 1 000, 2 000, 3 000 euros de capacité d'épargne, bon, bah, si vous dépensez 300, 400, 500 euros de plus, vous pouvez évidemment l'absorber. C'est pas le cas de nos ménages les plus modestes et qui sont encore une fois les plus nombreux. Encore une fois, 50% des Français ne met pas plus de 50 euros par mois de côté. C'est 50 euros maximum ou moins. Donc vous voyez que pour la moitié des gens en France, l'inflation c'est un véritable sujet. Alors les dépenses contraintes dans ce budget théorique, ça reste théorique. Encore une fois, vous avez les grandes masses, appliquez-le à chacune de vos situations pour avoir quelque chose de précis. Et puis, regardez effectivement votre marge de manœuvre, ce qu'il reste à la fin. Ce budget n'est composé que de dépenses dites contraintes. D'accord ? En fait, c'est sur les 50 euros que vous allez au restaurant, que vous allez au cinéma, que vous achetez la nouvelle robe ou le nouveau pantalon machin ou le nouveau sweat bidule ou la nouvelle paire de chaussures. D'ailleurs, je vous ai pas mis de paire de chaussures, je vous ai pas mis d'habillement, je vous ai pas mis de loisirs, vous êtes pas allé au resto, vous n'êtes pas allé au ciné, vous n'avez pas payé les activités pour les gamins, vous les avez pas envoyés au club de foot, vous lui avez pas acheté sa dernière paire de crampons, etc., etc. D'accord ? Donc, on est que sur les dépenses contraintes. Quasiment 100% du budget, c'est de la dépense contrainte. Plus grave, toutes ces dépenses contraintes augmentent très rapidement. Et c'est ça qui est en plus super grave. C'est-à-dire que si vous n'aviez que l'alimentation qui augmentait, le paquet de nouilles qui passe de 60 centimes à 70 centimes, ça fait plus de 10% d'inflation. Mais un paquet de nouilles qui passe de 60 centimes à 70 centimes, on peut encore se le payer, même si on gagne 2 fois le SMIC. Mais quand vous cumulez toutes les hausses, y compris et surtout celles du carburant, du coût de transport, du coût du chauffage, etc., eh bien là, vous êtes dans des augmentations qui sont très significatives et qui touchent l'ensemble des dépenses contraintes et vous n'avez pas le choix que de payer. Alors évidemment, j'aime dire, il n'y a qu'à moins se chauffer. Bon, mais ça, c'est un truc de gens aisés en fait, parce que les gens modestes aujourd'hui, déjà, ils ne se chauffent plus. Vous en avez beaucoup. Ça fait bien longtemps qu'ils ne se chauffent plus à 23 degrés l'hiver pour rester en t-shirt ou en nuisette. Vous voyez, ça fait très longtemps que les gens ont déjà réduit. Ils y ont pensé tout seuls à réduire le niveau du chauffage pour dépenser moins d'énergie. Donc, on peut éventuellement réduire un peu les dépenses sur l'alimentaire en achetant du moins bien. Effectivement, si vous regardez, vous avez 26% des gens qui vont chez Leclerc et vous n'avez que, je crois, 2,8% des gens qui vont chez Lidl. Bon, donc ça veut dire que vous pouvez, en passant de chez Leclerc et aller acheter que du premier prix chez Lidl, peut-être baisser de 30, 40, 50 euros par mois vos dépenses alimentaires. Mais enfin, c'est pas du tout ça qui va absorber les 10% d'augmentation, c'est-à-dire à peu près 300 euros d'augmentation de tout par mois, rien que pour cette année. Et puis l'année prochaine, vous imaginez, si vous avez le même taux d'inflation l'année prochaine, 300 euros de plus de dépenses cette année par mois, et puis ça sera 300 euros de plus de dépenses l'année prochaine, c'est-à-dire qu'en 2 ans, on parle de 600 euros de dépenses versus un budget de 3 000 euros. C'est absolument considérable, d'accord ? Et c'est ça le problème de l'inflation, et c'est ça le problème de l'inflation si elle dure. Il va y avoir un effet d'appauvrissement absolument terrible. Terrible, voilà. Et je pense qu'il faut en être conscient. Il faut le dire, donc c'est charmant d'expliquer qu'il n'y a pas le choix, il faut faire la guerre à Poutine, il faut protéger l'Ukraine. Peut-être, je ne juge pas. En revanche, ce que je sais, c'est que les conséquences, elles vont être très réelles et ça va être compliqué pour le pouvoir d'achat des gens et donc pour la vie quotidienne. Alors, vous aurez plein de gens qui viendront vous expliquer que c'est tout à fait normal, c'est le prix à payer pour la bonne moralité, etc., etc. Enfin, le prix à payer, ceux qui vous disent que c'est juste le prix à payer, c'est pas eux qui évidemment payent véritablement le prix parce que généralement, ce sont des gens qui ont clairement beaucoup plus les moyens que les 50% de nos concitoyens qui n'ont pas 50 euros de marge ou de gras chaque mois sur leur budget. Et donc voilà, c'est facile de faire la morale ou la générosité avec l'argent des autres, et c'est valable aussi bien pour l'assistanat que c'est valable pour les guerres que nous menons et dont on fait payer le coût par évidemment le plus grand nombre et qui n'a pas les moyens. Donc réduire ces dépenses, c'est une solution qui en fait est illusoire parce que quand vous voyez des dépenses contraintes, donc des dépenses que vous êtes obligé de faire, des dépenses contraintes que vous ne pouvez pas réduire ou de manière tellement peu significative ou tellement marginale qu'en fait
votre marge de manœuvre n'est quasiment pas sur la baisse des dépenses. Votre marge de manœuvre, elle est sur la baisse des dépenses quand vous êtes riche. Parce que quand vous êtes riche et que vous gagnez 5 fois le SMIC et que vous avez 3500 euros de budget resto parce que vous ne faites pas la cuisine et que vous allez au restaurant matin, midi et soir, et ben il est évident que là, si vous n'allez pas plus au restaurant et que vous allez juste faire vos courses chez Lidl, vous allez pouvoir évidemment de manière significative faire baisser vos dépenses. Donc, en réalité, quand on vous dit réduisez vos dépenses, ça, c'est un conseil qu'on peut donner à des riches. Donc ce sont des riches qui se disent « Et si j'allais un petit peu moins au resto, si au lieu de rouler en Mercedes, je me mettais à rouler en Dacia ?» Mais vous voyez, là, si vous voulez, ce sont des gens qui sont dans une situation où la réduction des dépenses, la réduction du train de vie est parfaitement possible parce que le train de vie est largement au-dessus de la moyenne et les dépenses sont largement au-dessus de la moyenne. Pour la moitié des Français qui ne sont pas dans ce cas-là et dont la capacité d'épargne, c'est-à-dire le gras, basiquement le bénéfice mensuel, si on était une entreprise, c'est plus, à la fin il y a un bénéfice, c'est 50 euros ou moins, d'accord? Donc c'est 50 euros ou moins de gras, c'est 50 euros ou moins de capacité d'autofinancement pour des projets, pour du loisir. Quand vous avez 50 euros ou moins, eh bien, encore une fois, vous n'avez pas de gras et réduire les dépenses là-dessus est illusoire. Donc ça n'est pas la solution. Alors comment faire si réduire les dépenses ne sert à rien? Et c'est là qu'on va parler de choses qui vont en fâcher certains, s'ils vont en faire peut-être hurler d'autres, et n'y voyez ni aucun jugement, ni aucune vilainie, ni aucune méchanceté, bien au contraire, mais simplement le fait de dire ce qui est, de nommer les choses. Et donc, vous n'avez que deux solutions. C'est soit vous changez la structure même de vos dépenses, soit vous augmentez vos revenus. Si vous ne pouvez pas jouer sur la notion de baisse de dépenses, et c'est la réalité pour la moitié de nos concitoyens. Voilà. Et en réalité pour plus, parce qu'en fait ceux qui sont à 50 euros, à 55 euros, bon bah ils sont pas dans la première moitié, ils sont déjà dans la deuxième moitié. Vous avez ceux qui sont à 55 euros de capacité d'épargne, ceux qui sont à 75, ceux qui sont à 100, ceux qui sont à 110, etc. Bon, vous voyez, en dessous de 500 euros par mois de capacité d'épargne, je vais vous dire, on est tous hyper fragiles. Voilà, et moi quand je fais mes comptes, mes machins, mes trucs, 500 euros de capacité d'épargne, c'est déjà pas mal. Si vous voulez mettre 500 euros de côté par mois, ça fait 6 000 euros par an. Une fois que vous avez tout payé, je vous assure, c'est vachement bien. Donc des gens et des ménages qui sont capables de mettre 500 euros de côté tous les mois, c'est pas vrai, c'est pas une majorité, c'est une toute petite minorité en fait. Donc des gens qui sont capables de mettre entre 0 et 500 euros de côté par mois, vous avez 90% de la population qui se retrouve dans cette catégorie. Entre 0 et 500 euros par mois de capacité d'épargne, c'est 90% de la population. Et là où c'est plus grave, relier ce chiffre à ce que je vous ai dit tout à l'heure, 300 sur 3 000 euros de revenus pour un ménage, 10% d'inflation, c'est 300 euros de dépenses par an. 2 ans d'inflation à 10%, basiquement, c'est un peu plus compliqué, les intérêts composés, machin de faire, mais simplifions, c'est 600 euros de dépenses supplémentaires par mois en 2 ans. Si vous avez que 500 euros par mois de capacité d'épargne, et là c'est 90% des gens, et que vous avez 600 euros d'augmentation des dépenses, ça ne passe pas. Voilà, c'est-à-dire dans 2 ans, vous êtes confronté au problème. Donc, on va avoir une espèce de courbe comme ça, où moins vous gagnez, moins vous pouvez mettre d'épargne, plus vous êtes de côté, plus vous allez être touché rapidement par l'inflation. Et puis, faut pas se croire, parce qu'on a un petit peu plus de capacité d'épargne, à l'abri des conséquences de l'inflation, parce qu'elle viendra vous toucher, mais dans un second temps. Vous êtes simplement un tout petit peu plus résistant, parce que vous avez un tout petit peu plus de coussins pour amortir le choc. Voilà, comme vous avez plus de capacité d'épargne, vous allez pouvoir supporter plus de mois d'inflation. Mais à un moment donné, vous allez vous faire rattraper, et donc on est tous fragiles de 0 à 500 euros par mois, puisque globalement, ça sera ce qui va se passer sur les 2 années qui viennent, si on a une inflation qui est évidemment dure. Donc, la solution, c'est changer la structure de nos dépenses, ou augmenter la structure de nos revenus, et donc nos gains, le fait de gagner plus. Il n'y a pas d'autre solution, en fait. C'est pas que ça plaise ou que ça plaise pas, c'est que si vous regardez les choses de manière analytique, vous n'avez pas d'autre solution que ces 2 solutions que je viens de vous présenter.
Les deux, alors ça veut dire quoi changer la structure de vos dépenses? Je vous donne juste, c'est pour illustrer le raisonnement, d'accord? Je suis pas en train de vous dire faites ci, faites ça, ça dépend de vos situations, ça dépend de vos rêves, ça dépend de vos envies, ça dépend de vos possibilités, ça dépend de tellement de choses, d'accord? Donc je suis pas en train de vous faire vraiment pas une leçon, de vous dire faites ci ou faites ça, c'est juste pour illustrer ce que c'est que changer la structure de ces dépenses. C'est pour illustrer, c'est pour matérialiser, c'est pour rendre les choses plus concrètes. Deux gros budgets sur lesquels vous pouvez faire quelque chose, c'est votre logement et votre transport, d'accord? C'est les deux plus gros budgets que vous ayez, que nous ayons tous, quand on a des budgets de transport importants. Et c'est là où on est le plus fragile. Et c'est pour ça que nos concitoyens qui, comme moi, on est plutôt dans les zones semi-rurales où la voiture, elle est indispensable, on se déplace beaucoup, on roule beaucoup, on fait 30-40 km pour aller travailler le matin, 30-40 km pour revenir le soir. Des fois, c'est même 150 ou 160 km dans la journée parce que c'est 75 km aller, 75 km retour. Donc ça va très très vite. Donc vous avez des budgets de transport pour dès que vous quittez les grandes agglomérations et que vous n'êtes pas en Île-de-France, à Lyon, à Marseille, machin, vous pouvez avoir des transports en commun. Dès que vous êtes obligé de prendre la voiture, c'est extrêmement coûteux. Donc les deux gros budgets pour les gens les plus fragiles, c'est logement et transport. N'oubliez pas les paramètres de votre liberté, le PEL, patrimoine, emploi, localisation. Ce sont les paramètres de vos... Ça, c'est à votre main. C'est vous qui décidez comment vous dépensez votre patrimoine, donc votre argent. Où est-ce que vous vivez, où est-ce que vous travaillez. C'est vous qui décidez de ça, ou pas. Mais en tout cas, vous avez la possibilité d'en décider. Et donc, même s'il n'y a pas de patrimoine, et même si vous n'avez pas de patrimoine, excluons la notion de patrimoine. Il vous reste le E et le L, c'est-à-dire les variables emploi et les variables localisation pour ajuster la structure de vos dépenses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous rapprochez de votre travail en changeant de logement. Donc, je déménage pour me rapprocher de votre travail. Vous allez me dire, oui, mais bon, moi, si j'ai ma femme qui travaille d'un côté du département, moi, je travaille de l'autre côté du département, on est à peu près au milieu, et vous voulez que je fasse? Et bien à ce moment-là, c'est l'autre manière de voir, c'est que vous changez de travail pour réduire votre budget transport et donc vous changez de travail pour vous rapprocher du logement. Donc soit vous changez du logement pour vous rapprocher du travail, soit vous changez du travail pour vous rapprocher du logement. Et c'est tout ça qu'il faut évidemment regarder. C'est ça, changer la structure de ses dépenses. Je change de localisation, je change d'emploi. Alors vous allez me dire, c'est difficile, c'est compliqué. Ben évidemment, c'est difficile et c'est compliqué, et j'en suis évidemment conscient. Je sais bien que c'est pas facile. Si c'était facile, tout le monde le fera en un claquement de doigts. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a du boulot et que ça recrute beaucoup. Donc si vous avez envie de changer d'emploi, vous pouvez vraiment le faire aujourd'hui. Ça se passe plutôt bien et ça se passe plutôt assez facilement. Il y a du travail. Et donc, moins on gagne beaucoup, plus on se rapproche des niveaux du SMIC, plus c'est facile de changer d'emploi, puisque de toute façon, vous ne pouvez pas avoir moins que le SMIC. Alors après, maintenant passons, après changer la structure de son budget, changeons les revenus, donc gagnons plus. Le travailler plus, vous savez, le grand slogan de Sarkozy, c'est évidemment plutôt une escroquerie. Travailler plus pour gagner plus, c'est pas vrai en réalité. Allez, si vous gagnez 10 € de l'heure au SMIC, vous faites 5 heures supplémentaires, ça vous fait 50 € par mois, ça change rien, encore une fois. On parle sur un budget de 3 000 € du foyer, on parle de 300 € d'augmentation cette année de l'inflation par mois, donc 50 € pour 5 heures de plus, 5 heures supplémentaires. Vous voyez bien que le compte n'y est pas. Et 300 €, ça veut dire faire quasiment 30 heures supplémentaires dans le mois. 30 heures supplémentaires dans le mois pour réussir à gagner péniblement 10 € de l'heure, 300 € de plus. C'est beaucoup de travail pour pas grand chose. Pourquoi? Parce que la solution, c'est pas de travailler plus, mais de travailler mieux. Et le travailler mieux, c'est quoi? C'est l'augmentation de votre taux horaire. Et donc, le grand secret, si vous voulez, j'entends plein de gens, moi je travaille beaucoup, mais ça rapporte rien. Évidemment, parce que le taux horaire, il est pas bon. Donc, il y a une immense différence entre travailler à 10 € de l'heure et puis travailler à 50 € de l'heure. Ou faire comme le médecin qui fait 4 consultations à 30 € de l'heure, donc il est à 120 € de l'heure, le docteur. Voilà. Et donc, la différence entre le smicard et le docteur, c'est son taux horaire. Donc, la variable, c'est le taux horaire. Donc, si vous n'avez pas une approche et une stratégie pour augmenter votre taux horaire, vous serez toujours condamné à marner à 10 € de l'heure
tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, et jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc en fait, il faut avoir conscience de ça, que la solution, elle est dans le taux horaire. Alors une fois qu'on a dit ça, pareil, si c'était facile, tout le monde le ferait, mais tout le monde peut le faire en réalité. Mais il faut avoir une stratégie pour augmenter son taux horaire. Comment on augmente son taux horaire? On demande une augmentation. Alors déjà, ça commence par ça. Alors pour demander une augmentation, déjà, il faut bien travailler, il faut être sérieux, il faut être ponctuel, il faut être un bon dans son boulot, qu'on soit chauffeur de bus ou ouvrier dans une usine ou caissier dans son supermarché. Quand on bosse bien, aujourd'hui, ils ont tous tellement de mal à recruter que quand même, augmenter un peu, ça se négocie quand même un petit peu plus facilement. Et puis surtout, si on ne veut pas vous augmenter, vous partez parce que du boulot ailleurs, et qu'en partant, vous allez avoir une augmentation. Et donc, vous allez augmenter votre taux horaire. Là, effectivement, il va falloir prendre un risque, il va falloir partir. Vous prenez le risque, vous prenez pas le risque, c'est à chacun de voir. Moi, j'ai pas ni de jugement à faire, ni de conseils particuliers à donner. Je sais à quel point tout ça, c'est toujours difficile. Ce sont des histoires personnelles, mais la seule solution, elle est là, elle est d'aller augmenter son taux horaire. Et puis, on peut également augmenter sa valeur. On va se former, on va valider des acquis, on va passer des diplômes, on va faire des formations complémentaires, voire même on va complètement se réorienter. Et c'est pas parce que on est caissier aujourd'hui qu'on peut pas prendre son CPF et puis aller faire une formation de boulanger pour devenir boulanger demain. Et on gagnera beaucoup plus en ayant sa propre boulangerie qu'en étant évidemment un simple caissier de supermarché ou en mettant dans les rayons ou en étant un employé polyvalent ou que sais-je. Donc évidemment, augmenter sa valeur, ça demande des efforts, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de travail, mais c'est tout le temps rentable en fait. Voilà. Donc augmenter sa valeur et mettre en place une stratégie d'augmentation de sa valeur, c'est tout le temps rentable. Mettre en place une stratégie qui va vous permettre de changer la structure de vos dépenses, c'est également tout le temps rentable. Et donc moi, la vie me coûte beaucoup moins cher dans mon petit coin de Normandie qu'elle ne me coûtait quand j'étais évidemment à Paris, puisque le budget de logement, c'est divisé par 3, quoi. Donc entre mon logement parisien et mon logement normand, eh bien, j'ai une division par 3 de mes dépenses mensuelles de logement. Donc, je peux évidemment augmenter significativement mon pouvoir d'achat, mon pouvoir de vivre, en étant dans mon petit coin de Normandie, par rapport au fait d'être resté à Paris. Et pour ça, il faut avoir la possibilité, évidemment, de le faire. Et c'est pas donné à tout le monde, j'en suis tout à fait conscient. Mais c'est à chacun de trouver les solutions et les stratégies qui sont justement adaptées à sa situation personnelle pour changer sa structure de dépenses personnelle ou changer sa structure d'emploi personnel pour pouvoir gagner plus. Alors, les crises, elles sont là. Je vous en avais parlé lors de la dernière vidéo, je ne vous les renomme pas, elles sont écrites ici. Elles vont s'amplifier, notamment avec les décisions des banques centrales sur les taux d'intérêt, l'arrêt des quantitative easing, donc l'arrêt des injections de liquidités, et le fait qu'elles en terminent avec l'argent gratuit. L'argent va retrouver une valeur, va retrouver un prix. Donc c'est un choc phénoménal en fait. Ce changement, et puis évidemment il y a, pourquoi ça? Parce qu'on veut lutter contre l'inflation. Ce changement va nécessiter une adaptation de tous nos concitoyens. Les gens n'ont pas connu, les gens qui ont moins de 60 ans aujourd'hui, n'ont pas connu l'inflation. Moi, j'ai connu l'inflation dans les livres, mais de ma vie de vécu de grand, je n'ai jamais vécu un monde avec une inflation à 10%. C'est pas vrai, d'accord? Donc, ce sont les gens qui étaient suffisamment grands jusqu'à la fin des années 70, tout début des années 80, pour se souvenir d'un monde où il y avait encore de l'inflation. Ces gens-là, aujourd'hui, ont 60 ans. Donc tous ceux qui ont moins de 60 ans aujourd'hui, et je suis dans le lot, nous n'avons pas vécu dans un monde où il y avait de l'inflation, mais dans un monde où il y avait de la déflation, pour plein de raisons, mais nous avons vécu dans un monde sans inflation pendant les 40 dernières années. Et les 40 prochaines années, nous risquons plutôt de les vivre avec de l'inflation, et donc il va falloir que nous nous adaptions. Et ça va être compliqué parce que ça va changer complètement nos modes de vie, nos manières de faire, nos manières de placer notre argent, notre manière de dépenser nos sous, notre manière de vivre au quotidien, notre manière de nous loger, notre manière de changer d'emploi. Ça va
tout changer. Mais je veux pas quitter mon boulot. Mais quitte pas ton boulot, mon coco. Je te dis pas de quitter ton boulot, mais en revanche, tu verras dans 3 ans, tu vas le quitter ton boulot. Parce que si tu n'es pas augmenté, tu n'auras pas le choix que de ne pas le quitter dans 3 ans si on continue à avoir 10% d'inflation par an et que les salaires ne suivent pas. Et donc, évidemment, les gens vont changer d'entreprise. Donc, il va y avoir des gros turnovers et ça sera la seule façon, avec des salaires non indexés, la seule manière d'avoir une véritable augmentation de son salaire, ça sera bien souvent de démissionner. Puis vous avez beaucoup d'entreprises qui partent du principe que si vous ne démissionnez pas, c'est que vous avez trop peur de partir. Et donc, si vous avez trop peur de partir, vous ne partirez pas. Donc, comme vous ne partirez pas, je ne vais pas vous augmenter et je vais continuer à vous faire marner pour le même prix. Alors ça marche quand il n'y a pas trop d'inflation, mais quand il y a 10% d'inflation par an, les gens ils vont finir par se rendre compte qu'en fait, il faut qu'ils réagissent. Alors, mon point de vue, c'est qu'il faut toujours réagir parmi les premiers. Plus vous réagissez tôt et plus vous réagissez de manière importante, eh bien, plus vous êtes efficace dans votre stratégie. Mais en tout cas, ça va avoir des impacts profonds sur le fonctionnement, évidemment, des gens, sur le fonctionnement de la société, sur le logement. Vous avez les gens qui vivent très très loin des transports en commun ou de leur emploi, vous verrez, ça va changer considérablement même la valeur des logements. Donc, pour devenir résilient, encore une fois, je suis vraiment sur cette notion de résilience, vous réfléchissez aux impacts directs pour vous, pour concevoir votre propre plan personnel de résilience avec une stratégie qui va être adaptée à votre situation. Et il faut décider d'actions fortes pour éviter les écueils du trop peu et trop tard. D'accord ? C'était ce que je vous disais. L'important, c'est de décider vite, fort. Il faut décider vite, fort et de manière importante. C'est pas trop peu et trop tard. Ça doit être beaucoup et tout de suite. Et c'est comme ça qu'on s'adapte de la manière la plus résiliente possible. Alors évidemment, on fait des choses qui sont adaptées. Encore une fois, la résilience, c'est pas un extrémisme, c'est un équilibre. Et donc, quand on veut faire des choses équilibrées, ça n'empêche pas de décider de manière forte avec des convictions, mais on pèse le pour et le contre et puis on prend l'ensemble de sa situation, son conjoint, ses enfants, on passe tout au shaker, on mouline et on dit voilà, la meilleure décision, le meilleur compromis, c'est de changer telle structure, c'est d'évoluer comme ci, c'est d'évoluer comme ça. Avoir une stratégie anti-inflation, c'est pas une option, c'est une obligation. Encore une fois, 10% d'appauvrissement annuel sur 2-3 ans, ça va faire très mal à beaucoup de gens. Donc il ne faut pas nier le sujet et il ne faut pas nier le problème. Conclusion, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de subir sans rien faire, vous avez un grand pouvoir de faire, saisissez ce grand pouvoir de faire, utilisez votre pouvoir de faire, utilisez votre pouvoir de décision et d'action. Vous pouvez choisir votre emploi, vous pouvez choisir votre localisation, vous pouvez choisir évidemment la manière dont vous dépensez ou pas votre argent, vous pouvez choisir beaucoup de choses. Utilisez votre pouvoir de faire et utilisez votre pouvoir de décider. Si vous ne décidez pas et si vous ne faites pas, ce seront les autres qui décideront pour vous et qui feront à votre place. Et c'est ça qui se passe pour ceux qui ne décident pas ce qui est bon pour eux. Si vous ne décidez pas ce qui est bon pour vous, eh bien ce sont les autres qui décident pour vous. Et ne rien faire, ça revient à laisser les autres décider. Donc vous appauvrирez de 10%, et puis votre patron, il vous augmentera pas, et puis votre loyer, il continuera à augmenter, et puis vous continuerez à être loin, et puis vous continuerez à rouler, et puis vous continuerez à acheter votre essence de plus en plus cher, et puis vous continuerez à couiner, parce qu'en fait, vous ne voulez pas décider de faire ce qui est bon pour vous. Et donc, vous laissez les autres décider pour vous. Voilà, encore une fois, c'est très compliqué, je le sais bien, mais la logique, elle est là-dedans. Et donc, ce qu'il faut, c'est commencer, initier son processus de réflexion, son processus d'analyse, pour pouvoir définir sa stratégie et pour pouvoir petit à petit la mettre en œuvre. Et tout ça, ça réclame du temps. Voilà, donc du temps, on en a tous. Eh bien, il faut utiliser son temps pour définir sa propre stratégie de résilience et la manière, une fois que je suis conscient des constats, la manière dont je vais être capable, moi, de pouvoir décider de mettre en place des actions pour contrer les effets de l'inflation. Enfin, dernière chose, n'attendez pas les aides de l'État, parce que les aides de l'État, elles seront toujours plus faibles que ce dont vous aurez besoin, et ça sera toujours plus faible que ce que vous pouvez accomplir. C'est beaucoup plus rentable d'obtenir une
une augmentation significative, de changer de métier, de se former, etc., que d'attendre les 60 euros, les 80 euros, les 100 euros que l'État va vous filer de prime inflation à la fin de l'année. C'est-à-dire, je vous rendez compte, si l'État donne 120 euros de prime inflation ou de prime alimentation aux gens, on parle de 10 euros par mois, 10 balles, voilà, 10 balles. Et vous croyez vraiment que les gens, ils sont à ces 10 euros pour répondre à leurs besoins? C'est évidemment pas 10 euros. Donc, ce que fera l'État, ça sera toujours trop peu, trop tard pour vous. Donc, n'attendez pas les aides. N'attendez pas les aides. C'est pour ça que vous êtes votre meilleure solution et vous êtes votre meilleure chance. Donc c'était ça que je voulais vous dire, et c'est extrêmement positif en réalité, mais c'est aussi parfois vertigineux, parce que ça veut dire être remis face à ses propres responsabilités, à sa propre responsabilisation, aux propres conséquences de ses propres actes et de ses propres choix. Et dans un monde qui ne favorise pas ça, dans un monde qui n'explique pas ça aux gens, y compris depuis leur plus jeune âge, eh bien il y a une forme de violence à être remis face à sa responsabilité, à la responsabilisation de ses propres actes. C'est très dur, c'est très difficile. Mais en réalité, le vrai chemin de lutte contre l'inflation, il est là, il se situe là. Et c'est un chemin qui est très difficile. Sinon, vous êtes contraint et vous êtes condamné à subir cette inflation. Donc ne pas la subir, ça veut dire agir contre l'inflation. Et agir contre l'inflation, ça vous demandera des efforts. Et ça vous demandera, pour utiliser une expression un peu à la mode, de sortir complètement, évidemment, de votre zone de confort. Bon, ça c'était votre plan de résilience, abonnez-vous, blablabla, blablabla, blablabla. Si vous voulez aller plus loin, vous avez toute la méthode, toutes les techniques, tout ce qu'il faut bien pour concevoir votre plan de résilience, plus tous les autres dossiers de stratégie qui vous parlent, des dossiers spécifiques sur l'emploi, sur comment on fait pour se former, sur voilà, travailler vraiment autour de cette notion de patrimoine, emploi, localisation. Vous avez absolument toutes les réponses et les techniques là-dedans. Après, le plus compliqué, c'est même pas de les adapter à sa situation personnelle, c'est de réussir à passer à l'action et de passer le cap de la démission, c'est passer le cap du changement d'emploi, c'est passer le cap du changement et du déménagement et du choix d'installation physique. Vous avez plein de gens qui ont déménagé après le Covid et qui sont partis des villes. Voilà, donc tout ça, le plus difficile en fait, c'est pas tant d'y réfléchir et de concevoir la bonne stratégie. Le plus difficile, c'est d'oser passer à l'action et oser faire ce qu'on a défini comme étant la bonne stratégie. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire et les pistes de réflexion que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui sur la notion d'inflation, que c'est pas en réduisant les dépenses que vous allez vous en sortir, que c'est en ayant une stratégie non pas défensive mais beaucoup plus offensive que vous va s'en sortir, que pour ça il faut être résilient, que pour être résilient il faut reprendre son pouvoir de faire, que pour reprendre son pouvoir de faire il faut changer soit ses structures de dépenses, soit aller avec une stratégie pour gagner plus et augmenter son taux horaire pour gagner plus sans forcément travailler plus, mais en travaillant mieux. Et encore une fois, la différence entre l'employé polyvalent à 10 balles de l'heure et le docteur à 120 euros de l'heure, eh bien, c'est le taux horaire, c'est pas forcément le nombre d'heures de travail. Donc, un docteur qui gagne 120 euros de l'heure et qui travaille 35 heures, il gagne toujours plus que l'employé polyvalent qui gagne 10 euros, évidemment, de l'heure. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui et que je voulais partager avec vous pour alimenter vos réflexions et vous permettre de prendre peut-être conscience pour ceux qui en avaient besoin que l'inflation, elle va être compliquée à gérer pour tous ceux qui gagnent, allez, on va dire moins de 4 000 euros par mois pour un foyer. Ça va être compliqué parce qu'il n'y a vraiment pas de gras. Donc, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, partagez-la. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter @Insolentiae. Vous pouvez évidemment aller sur la boutique Insolentiae/boutique pour vous abonner à la lettre stratégie et aller plus loin dans le plan de résilience si ça vous intéresse. Dans tous les cas, prenez grand soin de vous. Préparez-vous à cette inflation. Développez et mettez en place vos propres stratégies de résilience. C'est ça qui fera la différence. Et vous êtes encore une fois votre meilleure chance pour vous comme pour ceux que vous aimez, parce qu'on est aussi responsable de ceux qu'on aime. Donc,
s'en sortir soi-même et aider les autres à s'en sortir, eh bien c'est plutôt chouette, et les autres, ils vont compter sur vous, vos familles vont compter sur vous, vos enfants vont compter sur vous. Donc c'est important que nous, les adultes, les grands, eh bien, on soit aussi au rendez-vous pour nos enfants, et que pour que cette période d'inflation qui va être inconfortable à vivre, eh bien nous puissions la vivre au mieux, collectivement et puis individuellement avec nos proches, avec nos familles, avec ceux qu'on aime. Prenez grand soin de vous les amis, et puis on se retrouve pour un prochain JT du Grenier. Au revoir mes grenésiennes, au revoir mes grenésiens, et à la semaine prochaine. Au revoir.